C'était le soir du réveillon de Noël, quand Alexandre Dubois, 35 ans, PDG d'un empire technologique de 700 millions d'euros, s'assit sur un banc dans le parc enneigé de Lyon, avec des larmes qui coulaient sur son visage. Il venait de recevoir l'appel qui lui avait brisé le cœur. Sa mère, la seule personne qui lui restait au monde, était morte 3 heures plus tôt dans un hôpital de Marseille, alors qu'il était coincé dans une réunion qu'il ne pouvait pas interrompre. Il n'avait pas eu le temps de lui dire adieu. Et maintenant, il était seul, complètement seul, dans une ville qui fêtait pendant qu'il se brisait en 1000 morceaux. C'est alors qu'il entendit une petite voix qui lui parlait. Un enfant de 5 ans, avec un manteau rouge et un bonnet de laine beige, le regardait avec ses grands yeux innocents que seuls les enfants savent avoir. Et les mots qui sortirent de sa bouche changèrent tout. Car cet enfant, avec la simplicité désarmante de ses 5 ans, lui dit quelque chose qu'aucun adulte n'aurait jamais osé dire. Et derrière lui, enveloppé dans un manteau bleu clair, sa mère s'approchait sans savoir que ce soir-là, elle allait rencontrer l'homme qui changerait sa vie. Si tu es prêt pour cette histoire, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Lyon à Noël est un spectacle à couper le souffle. Les lumières décorent la place Bellecour comme une rivière d'étoiles tombées. La basilique de Fourvière se dresse majestueuse, enveloppée d'une atmosphère magique, et les marchés de Noël embaument la cannelle et le vin chaud. La neige, rare mais précieuse, avait commencé à tomber en fin d'après-midi du 24 décembre, transformant la ville en une carte postale d'un autre temps. Alexandre Dubois ne voyait rien de tout cela. Assis sur le banc du parc de la Tête d'Or, à quelques pas du lac illuminé pour les fêtes, il ne voyait que le vide qui s'était ouvert en lui. Un vide si profond qu'il semblait engloutir chaque lumière, chaque son, chaque espoir. 35 ans, cheveux bruns, physique athlétique maintenu par des heures de sport à 5 heures du matin avant les réunions. Il était le type d'homme que les magazines économiques mettaient en couverture. Celui que les journalistes appelaient le génie de la tech française, celui qui avait transformé une start-up dans un garage en un colosse de 700 millions d'euros en moins de 10 ans. Il avait des maisons sur 3 continents, une collection de montres qui valait autant qu'un appartement, et un agenda si rempli que son assistante devait réserver même les pauses déjeuner 3 semaines à l'avance. Mais ce soir-là, Alexandre Dubois n'était pas un PDG. Il était juste un homme qui venait de perdre sa mère. L'appel était arrivé à 17h32. Il était au milieu d'une réunion cruciale, celle qui allait décider de l'acquisition d'une start-up berlinoise. Son téléphone avait vibré dans sa poche, mais il avait ignoré l'appel, comme il le faisait toujours pendant les réunions importantes. Puis, il avait vibré encore, et encore. Au 4e appel, il avait finalement répondu, irrité, prêt à réprimander quiconque osait l'interrompre. C'était l'hôpital de Marseille. Sa mère, Madeleine Dubois, 72 ans, avait été hospitalisée ce matin pour un malaise soudain. Elle avait demandé à le voir, elle avait continué à demander pendant des heures. Mais il n'était pas joignable, son téléphone était en mode silencieux. Son assistante avait l'ordre de ne pas transmettre d'appels personnels pendant les réunions stratégiques. Madeleine Dubois était morte à 14h26, seule dans une chambre d'hôpital, appelant le nom d'un fils qui n'était pas venu. Alexandre avait quitté la réunion sans un mot. Il était sorti du bâtiment, avait marché sans but pendant des heures, jusqu'à ce qu'il se retrouve sur ce banc dans le parc. Et là, pour la première fois depuis ses 12 ans, il avait pleuré. Il avait pleuré pour sa mère, pour tous les anniversaires qu'il avait manqués, pour tous les appels qu'il avait remis à plus tard, pour tous les déjeuners du dimanche qu'il avait annulés à la dernière minute. Il avait pleuré pour l'homme qu'il était devenu, riche, puissant et complètement seul. Sa mère était tout ce qui lui restait. Son père était mort quand il avait 8 ans. Il n'avait ni frère ni sœur. Et les relations amoureuses avaient toujours été sacrifiées sur l'autel du travail. Il y avait eu Valérie, 5 ans plus tôt, une femme merveilleuse qui l'aimait sincèrement.
Mais il avait choisi une acquisition importante au lieu des vacances qu'elle avait planifiées pendant des mois. Valérie était partie et il ne l'avait pas retenue parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent, de plus important. Et maintenant il n'y avait plus rien. Rien ni personne, juste un banc froid, la neige qui tombait et des larmes qu'il n'arrivait pas à arrêter. C'est à ce moment qu'il le vit. Un petit garçon, pas plus de 5 ans, avec un manteau rouge vif, un jean et un bonnet de laine beige qui lui couvrait les oreilles. Il tenait dans sa main un sac cadeau doré et le regardait avec cette intensité curieuse que seuls les enfants possèdent. Alexandre s'essuya rapidement les larmes, gêné d'avoir été surpris dans ce moment de faiblesse. Mais l'enfant ne semblait pas le juger. Il le regardait simplement, la tête légèrement inclinée, comme s'il essayait de comprendre quelque chose de très important. L'enfant s'appelait Lucas. Il avait 5 ans et demi, et cette précision était très importante pour lui. Pas 5 ans, 5 ans et demi. Il avait des cheveux blonds qui dépassaient dessous son bonnet, des yeux bleus, grands comme le ciel, et cette sincérité désarmante que les adultes perdent trop vite. Il s'était approché du banc d'un pas décidé, comme s'il avait une mission à accomplir. Il s'était arrêté devant Alexandre et l'avait étudié pendant un long moment. Puis il avait parlé, et ses mots avaient traversé toutes les défenses qu'Alexandre avait construites au cours d'une vie. Il lui avait demandé pourquoi il pleurait. Pas avec une curiosité morbide, mais avec une préoccupation sincère. Comme si la douleur d'un inconnu était quelque chose qui méritait attention, quelque chose qu'il fallait comprendre et, si possible, soulager. Alexandre ne savait pas comment répondre. Il n'était pas habitué à parler de ses sentiments, encore moins avec un enfant. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de ce petit, une pureté qui n'acceptait pas les mensonges, qui le poussa à dire la vérité. Il lui dit qu'il était triste parce qu'il avait perdu sa maman. Lucas avait hoché la tête gravement, comme s'il comprenait parfaitement le poids de ses mots. Il avait réfléchi un moment, le visage concentré dans cette expression sérieuse que les enfants prennent quand ils pensent à des choses importantes. Puis il avait dit les mots qu'Alexandre n'oublierait jamais. Il lui avait dit de ne pas pleurer. Il lui avait dit qu'il pouvait emprunter sa maman, s'il voulait. Sa maman était très douée pour faire des câlins quand on est triste, avait-il expliqué. Et elle faisait aussi le meilleur chocolat chaud du monde. Alexandre avait senti quelque chose fondre dans sa poitrine. C'était une proposition absurde, impossible, merveilleuse dans sa simplicité. Un enfant de 5 ans qui offrait de partager la chose la plus précieuse qu'il avait, sa mère, avec un inconnu qui pleurait sur un banc. Avant qu'il puisse répondre, une voix féminine avait appelé le nom de l'enfant. Une femme s'approchait d'un pas rapide, le visage inquiet. Elle portait un manteau bleu clair sur une robe dorée, des cheveux blonds qui encadraient un visage doux, et des sacs de course qui suggéraient une journée passée à préparer Noël. Claire Martin, 34 ans, était une femme que la vie n'avait pas épargnée. Veuve depuis 3 ans, quand son mari Thomas était mort dans un accident de voiture, elle avait élevé Lucas seule, travaillant comme institutrice et faisant des miracles pour arriver à la fin du mois. Elle n'avait pas de famille à Lyon, ses parents vivaient en Bretagne, et elle ne pouvait pas se permettre d'aller les voir souvent. Mais malgré tout, elle avait élevé un fils merveilleux, un enfant qui voyait la douleur des autres et voulait la guérir. Elle s'était approchée du banc avec un mélange d'inquiétude et d'embarras. Elle avait doucement grondé Lucas pour s'être éloignée, puis s'était excusée auprès d'Alexandre pour le dérangement. Mais il l'avait arrêté. Il lui avait raconté ce que son fils avait dit, et dans ses yeux à elle, il avait vu quelque chose changer. De l'embarras, de la tendresse, et peut-être une reconnaissance de quelque chose qu'elle-même connaissait trop bien. Elle s'était assise sur le banc à côté de lui, Lucas au milieu, et pour la première fois depuis des années, Alexandre s'était retrouvé à parler avec quelqu'un qui ne voulait rien de lui. Pas de contrat, pas d'investissement, pas de faveur, juste une conversation humaine un soir de Noël. La neige continuait à tomber tandis qu'il parlait. Lucas
avec l'endurance limitée des enfants de 5 ans, s'était endormi entre eux, la tête appuyée sur le bras de sa mère, ses petites mains serrant encore le sac cadeau. Sa respiration était régulière, paisible, inconsciente du moment extraordinaire qui se déroulait au-dessus de sa tête. Alexandre avait raconté sa mère. Pas les faits cliniques, pas les circonstances de la mort, mais les souvenirs. Il avait raconté comment Madeleine faisait le meilleur pot-au-feu du monde chaque dimanche, comment elle l'attendait à la porte quand il rentrait de l'école, avec un goûter déjà prêt, comment elle lui lisait des histoires, même quand il était déjà trop grand pour les histoires, comment elle l'avait soutenu quand tout le monde disait que son idée de start-up était une folie. Il avait raconté comment elle croyait en lui quand personne d'autre n'y croyait. Comment elle avait hypothéqué sa maison pour lui donner l'argent pour commencer, comment elle n'avait jamais rien demandé en retour alors qu'il était devenu millionnaire. Il avait raconté les dernières années et c'était plus difficile. Comment le succès l'avait éloigné d'elle, comment les appels étaient devenus de plus en plus courts et rares, comment les déjeuners du dimanche étaient devenus un souvenir. Il avait raconté le dernier anniversaire de sa mère, 3 mois plus tôt, quand il était à Singapour pour une conférence et avait envoyé un bouquet de fleurs coûteux au lieu d'être présent. Comment elle avait dit que c'était bien, qu'elle comprenait, qu'elle était fière de lui. Et comment il avait toujours pensé qu'il y aurait du temps pour rattraper, pour être le fils qu'elle méritait. Claire avait écouté sans interrompre, ses yeux pleins d'une compassion qui ne jugeait pas, et quand il eut fini, elle raconta son histoire. Elle raconta Thomas, comment ils s'étaient rencontrés au lycée pendant un voyage scolaire à Florence, comment il lui avait écrit des poèmes terribles qu'elle conservait encore dans une boîte sous le lit, comment ils s'étaient mariés jeunes, trop jeunes selon les parents des deux côtés, mais tellement amoureux qu'ils ne pouvaient pas attendre. Comment il avait été un père merveilleux pendant les 2 ans qu'il avait eus avec Lucas, comment il lisait des histoires inventées chaque soir parce que celles des livres n'étaient jamais assez aventureuses, comment il faisait les voix de tous les personnages jusqu'à ce que l'enfant rit si fort qu'il n'arrivait pas à s'endormir. Elle raconta l'accident, une nuit de pluie de novembre, un camion qui avait perdu le contrôle sur une route mouillée. Comment la police avait sonné à sa porte à 3 heures du matin, comment elle était tombée à genoux sans même entendre les mots. Comment sa vie s'était terminée à ce moment-là et avait dû recommencer de zéro, un pas à la fois, un jour à la fois, seulement pour Lucas qui avait besoin d'elle. 2 inconnus sur un banc, unis par la douleur et la perte, mais aussi par l'espoir, cet espoir obstiné qui ne meurt jamais complètement, celui qui te fait te lever chaque matin même quand tu voudrais juste abandonner. Cet espoir qui trouve son expression dans les yeux d'un enfant qui dort, dans le parfum de la neige fraîche, dans les lumières de Noël, qui brillent malgré tout. Alexandre regarda l'enfant endormi et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas de l'attirance pour la mère, pas encore. C'était quelque chose de plus simple et de plus profond, le désir de protéger, d'être présent, de faire partie de quelque chose de plus grand que son empire économique. Il regardait cet enfant et voyait tout ce qu'il aurait pu avoir s'il avait fait des choix différents, tout ce que sa mère aurait voulu pour lui. Claire le regardait avec des yeux qui voyaient au-delà de la façade du PDG. Elle voyait un homme seul, blessé, qui avait perdu son chemin dans le labyrinthe du succès. Elle voyait quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé autant qu'elle-même avait besoin de quelqu'un à sauver. Et pour une raison qu'elle ne pouvait pas s'expliquer, elle sentait qu'elle voulait l'aider, sentait que peut-être ils pouvaient s'aider mutuellement. La neige avait cessé de tomber. Les lumières du parc brillaient dans l'obscurité comme des gardiens silencieux de la nuit. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Et du centre-ville arrivaient les notes de chant de Noël portées par le vent. C'était le réveillon de Noël, la nuit des miracles selon la tradition, et 3 personnes étaient assises sur un banc froid dans un parc lyonnais, reliées par un fil invisible que personne n'avait prévu, mais que personne ne voulait briser. Ce fut Lucas qui se réveilla le premier.
s'étirant et regardant autour de lui avec cette confusion adorable des enfants qui viennent de se réveiller. Il vit que l'homme triste était toujours là et sourit. Puis, avec la logique implacable des 5 ans, il demanda s'ils voulaient venir chez eux pour le dîner de Noël, parce que maman faisait trop de nourriture et lui n'arrivait pas à tout manger, et ça semblait dommage de la jeter. Claire ouvrit la bouche pour s'excuser, pour dire qu'il ne pouvait pas déranger un étranger, pour faire la chose raisonnable qu'un adulte aurait faite. Mais Alexandre parla avant elle. Il demanda si l'invitation était sérieuse, avec une voix qui trahissait combien il espérait qu'elle le soit. Et quand Lucas hocha vigoureusement la tête, avec tout le sérieux dont un enfant de 5 ans est capable, il accepta. L'appartement de Claire était petit. 2 pièces, dans le quartier de la Croix-Rousse, décoration simple mais soignée, les murs couverts de dessins de Lucas et de photos de temps plus heureux. Il n'y avait rien de luxueux, rien qui ressemblait même de loin à la vie à laquelle Alexandre était habitué. Pourtant, au moment où il franchit le seuil, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, de la chaleur. Pas celle du chauffage, mais celle d'une vraie maison, habitée par des personnes qui s'aimaient. Lucas l'avait pris par la main et l'avait traîné à travers l'appartement, lui montrant ses trésors. Le château de Lego qu'il avait construit avec maman, le poisson rouge, qui s'appelait Capitaine, la collection de petites voitures que papa lui avait offerte quand il était petit. Alexandre écoutait avec une attention qu'il ne réservait même pas à ses meilleurs clients, sincèrement intéressé par chaque détail de la vie de cet enfant extraordinaire. Claire s'était mise au fourneau, improvisant un dîner pour 3 quand elle avait prévu pour 2. La cuisine embaumait le rôti et les pommes de terre, cette simplicité qu'aucun restaurant étoilé ne pouvait reproduire. Elle avait allumé la radio sur une station de chansons de Noël, et la musique remplissait l'appartement d'une joie paisible. Alexandre proposa d'aider, et Claire accepta avec surprise. Les hommes puissants qu'elle connaissait, ces quelques-uns qu'elle avait rencontrés dans son travail, ne proposaient jamais de couper les légumes ou de mettre la table. Mais lui le fit, avec une maladresse qui trahissait combien peu il était habitué à ces activités, mais aussi avec une volonté sincère d'être utile. Pendant qu'ils cuisinaient côte à côte, ils parlèrent, pas de leur perte cette fois, mais de leur vie. Claire raconta son travail d'institutrice, les enfants qu'elle adorait, les petites victoires quotidiennes de voir un élève comprendre enfin un concept difficile. Alexandre raconta son entreprise, pas les profits et les acquisitions, mais les personnes qui y travaillaient, les projets qui le passionnaient, la vision qui l'avait poussé à commencer. Pour la première fois depuis des années, Alexandre se sentait vu pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Claire ne savait rien de son patrimoine, n'avait jamais entendu son nom, ne le traitait pas avec cette déférence factice qu'il recevait partout où il allait. Elle le traitait comme un homme, simplement un homme, et cette normalité était le cadeau le plus précieux qu'il avait reçu depuis longtemps. Le dîner fut simple et parfait. Assis autour d'une table trop petite, avec des assiettes qui n'étaient pas toutes pareilles, ils mangèrent et rirent et racontèrent des histoires. Lucas dominait la conversation avec son enthousiasme inarrêtable, racontant l'école, les amis, les rêves. Il voulait devenir astronaute, ou peut-être pompier, ou peut-être glacier parce qu'ainsi il pourrait manger toute la glace qu'il voulait. Après le dîner, Lucas insista pour montrer ses livres préférés à Alexandre. Ils s'assirent sur le canapé, l'enfant blotti entre les 2 adultes, tandis que Claire lisait une histoire de Noël avec des voix différentes pour chaque personnage. Alexandre écoutait, mais ses yeux erraient souvent vers elle, vers la façon dont la lumière de la lampe illuminait son visage, vers le sourire qui apparaissait chaque fois que Lucas riait. Quand l'enfant s'endormit, cette fois dans son lit après lui avoir dit bonne nuit, Alexandre et Claire se retrouvèrent seuls dans le petit salon. Le silence n'était pas gênant, il était confortable, plein de toutes les choses qu'ils avaient partagées en ces quelques heures. Alexandre savait qu'il devait partir. Il avait un appartement vide qui l'attendait, une vie qu'il devait reprendre, des funérailles à organiser.
Mais il ne voulait pas bouger de ce canapé, de cette maison qui sentait la nourriture et l'amour, de cette femme qui le regardait avec des yeux qui ne demandaient rien. Alexandre partit cette nuit-là, mais pas avant d'avoir échangé les numéros de téléphone avec Claire. C'était une excuse faible, la promesse de rendre l'hospitalité, mais tous deux savaient qu'il y avait quelque chose de plus. Les jours suivants furent les plus difficiles de la vie d'Alexandre. Il organisa les funérailles de sa mère, affronta les condoléances de collègues qui connaissaient à peine son nom, vida la maison où il avait grandi. Chaque objet était un souvenir, chaque pièce un coup au cœur. Mais au milieu de toute cette douleur, il y avait un fil ténu qui le maintenait ancré, les messages de Claire. Elle lui écrivait chaque jour, pas des messages envahissants, pas des tentatives de forcer une connexion. Juste des pensées gentilles, des nouvelles de Lucas, des petites choses qui la faisaient penser à lui. Un dessin que l'enfant avait fait d'un homme sur un banc avec de la neige. Une photo du poisson rouge, capitaine qui, selon Lucas, demandait des nouvelles du monsieur triste. Alexandre répondait toujours, même quand la douleur le rendait presque incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Ces conversations étaient devenues la chose la plus importante de ses journées, plus que les réunions, plus que les contrats, plus que tout ce qui avant semblait essentiel. Une semaine après Noël, il lui demanda s'il pouvait la revoir. Pas Lucas, pas encore, juste elle. Il avait besoin de parler à quelqu'un qui comprenait, et pour une raison qu'il ne pouvait pas expliquer rationnellement, il sentait quelle était cette personne. Ils se retrouvèrent dans un café du centre, loin des zones fréquentées par les collègues d'Alexandre. Elle arriva avec 10 minutes de retard, les joues rougies par le froid, s'excusant pour la circulation. Il n'avait jamais attendu personne aussi patiemment de toute sa vie. Ils parlèrent pendant des heures. De la douleur et comment l'affronter, de la vie qui continue même quand on voudrait qu'elle s'arrête, de Lucas et combien il était extraordinaire, de Thomas et de Madeleine et de tous ceux qu'ils avaient aimés et perdus. Mais ils parlèrent aussi de choses plus légères, de films et de livres et de rêves, des petites choses qui rendent la vie digne d'être vécue. Quand ils sortirent du café, le soleil se couchait et les lumières de la ville s'allumaient. Alexandre l'accompagna chez elle, marchant lentement comme pour prolonger ce moment. Devant la porte de son immeuble, il hésita. Il voulait l'embrasser, mais n'était pas sûr que ce soit le bon moment, qu'elle le veuille, que ce ne soit pas trop tôt. Ce fut Claire qui fit le premier pas. Elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue, un geste simple mais chargé de promesses. Elle lui dit qu'elle était contente de l'avoir rencontré, même si les circonstances avaient été terribles. Et il comprit que quoi que ce soit qui naissait entre eux était réel, était important, était quelque chose pour quoi ça valait la peine de se battre. Les semaines suivantes furent une cour lente et respectueuse. Alexandre apprit à ralentir, à être présent, à donner la priorité aux personnes plutôt qu'aux affaires. Il commença à voir Lucas régulièrement, l'emmenant au parc, aux zoo, manger des glaces, même si c'était l'hiver. L'enfant l'adorait avec cette capacité d'aimer sans réserve que seuls les enfants ont. Et Claire, lentement, commença à s'ouvrir, à faire confiance à nouveau, à se permettre d'espérer, à croire que peut-être l'amour pouvait arriver 2 fois dans une vie. 1 an après ce réveillon de Noël, Alexandre Dubois était un homme différent. Il avait réduit son rôle dans l'entreprise, déléguant plus de responsabilités à ses collaborateurs. Il avait vendu 2 de ses 3 maisons, gardant seulement l'appartement de Lyon qu'il partageait maintenant avec Claire et Lucas. Il avait arrêté de travailler 16 heures par jour, découvrant que le monde ne s'effondrait pas s'il quittait le bureau à 6 heures du soir. Mais surtout, il avait une famille. Il ne s'était pas marié avec Claire, pas encore. Il voulait de faire les choses doucement, dans le respect de ce que tous deux avaient perdu. Mais ils vivaient ensemble depuis 6 mois, et chaque jour Alexandre se réveillait reconnaissant pour une vie qu'il ne savait même pas désirer. Lucas l'appelait « Papa Alexandre ». Pas papa, parce que ce titre appartenait pour toujours à Thomas, mais Papa Alexandre comme si c'était un prénom, quelque chose d'unique qui n'appartenait qu'à eux.
Et chaque fois qu'il entendait ces mots, Alexandre sentait son cœur se gonfler d'une joie qu'aucune affaire milliardaire ne lui avait jamais donnée. Il avait mis une photo de sa mère Madeleine à côté de celle de Thomas dans le salon. Lucas connaissait les deux histoires, savait que mamie Madeleine était au ciel avec son papa et qu'ils étaient probablement devenus amis. Quand ils priaient avant de dormir, ils incluaient toujours les deux noms. Le soir du nouveau réveillon de Noël, ils se retrouvèrent au parc de la Tête d'Or. C'était une idée de Lucas, qui avait maintenant 6 ans et demi et une mémoire surprenante. Il voulait retourner à l'endroit où il avait trouvé Alexandre, où tout avait commencé. Ils s'assirent sur le même banc, maintenant couvert de neige fraîche. Lucas au milieu, comme ce premier soir, avec Claire d'un côté et Alexandre de l'autre. Il regardait les lumières du parc, écoutait les chants de Noël qui arrivaient du centre-ville, sentait le froid qui mordait les joues. Alexandre pensa combien sa vie avait changé en une seule année. 12 mois plus tôt, il était assis, ici seul, détruit, convaincu qu'il ne ressentirait plus jamais de joie. Et maintenant, il avait tout ce qui comptait vraiment, l'amour, la famille, l'appartenance. Lucas interrompit ses pensées avec une question. Il lui demanda s'il était encore triste pour sa maman. Alexandre y réfléchit un moment avant de répondre. Il lui dit que oui, parfois il était encore triste, et qu'il le serait probablement toujours un peu. Mais que la tristesse était différente maintenant, mélangée avec de la gratitude pour l'avoir eue, avec de beaux souvenirs qui faisaient sourire, avec la conscience qu'elle aurait voulu le voir heureux. L'enfant hocha la tête solennellement, comme s'il comprenait parfaitement. Puis il dit quelque chose qui fit pleurer à la fois Alexandre et Claire. Il dit qu'il était content d'avoir prêté maman au monsieur triste, parce que maintenant, le monsieur n'était plus triste, et lui avait un papa en plus, et tout le monde était heureux. Et c'était le plus beau cadeau de Noël qu'il pouvait imaginer. Claire s'essuya les yeux et serra la main d'Alexandre par-dessus la tête de Lucas. Il rendit la pression, la regardant avec tout l'amour qu'il avait appris à ressentir, tout l'amour qu'il s'était refusé pendant des années. La neige recommença à tomber, légère comme une bénédiction. Et sur ce banc, dans la même position qu'un an plus tôt, 3 personnes que le destin avait unies se tenaient serrées, sachant que quoi que l'avenir apporte, elles seraient ensemble. Car parfois la famille n'est pas celle dans laquelle tu nais. Parfois c'est celle que tu trouves, celle que tu choisis, celle que tu construis pièce par pièce avec patience et amour. Parfois il faut un enfant de 5 ans avec un manteau rouge pour nous rappeler que la solution au plus grand problème est souvent la plus simple. Ne pleurez pas, monsieur. Vous pouvez emprunter ma maman. 7 mots qui avaient changé 3 vies pour toujours. Si cette histoire t'a fait croire que l'amour peut arriver quand on s'y attend le moins, laisse un petit cœur ci-dessous pour me le faire savoir. Et si tu as choisi de rester jusqu'à la fin, cela signifie que des histoires comme celle-ci touchent quelque chose de vrai en toi aussi. Pour ceux qui souhaitent soutenir ces récits, il y a la possibilité de laisser un merci infini via la fonction ci-dessous. Chaque geste compte, tout comme ces 7 mots d'un enfant ont compté plus que 700 millions. Parce que tu as choisi de rester jusqu'au dernier mot, et cela te rend aussi spécial que les protagonistes de cette histoire.